Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama de la semaine, merci de nous être fidèles. Eh bien, nous allons parler des deux films qu'on a choisis dans l'actualité, à savoir le film de Steven Soderbergh, Logan Lucky, et le film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut. On fera une petite sélection DVD, comme d'habitude. C'est Samuel Douer et moi. Bonjour Samuel. Bonjour Pierre. Bon, alors on commence par Steven Soderbergh qui avait dit qu'il ne tournerait plus. Oui, c'est comme les ivrognes, il ne faut jamais les croire. En tout cas, Soderbergh a très vite recommencé, Oui. il est en pleine forme, et il nous propose donc un film qui s'appelle Logan Lucky. Eh bien, avant toute chose, je te propose d'en regarder un extrait de la bande-annonce. Jimmy, I'm just gonna say it. I gotta let you go. You were just fired. I was let go for liability reasons involving insurance. The one-armed bartender. You need to show a little respect. Charlotte Motor Speedway. I know how they move the money. The only guy who knows anything about blowing up real bank vaults is Joe Bang. I am incarcerated. Yeah, we got a plan to get you out. Au retour, bien qu'il soit pas vraiment parti, il a choisi de refaire un film de hold-up, en quelque sorte. Oui. C'est Ocean's 11, mais chez les ploucs. Chez les ploucs. L'Amérique profonde, Voilà, comme on dit. c'est Ocean's 11 sans le côté bling-bling. Voilà. On est Alors, vraiment avec les électeurs de Trump, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est certainement, ils ont tous voté pour Trump. Mais en même temps, donc c'est un hold-up. Il y a deux frères. Alors l'un boitille. Oui, c'était un grand espoir du football américain, mais qui a eu une grave blessure au genou qui le handicape. C'est le handicap. Et le frère... Alors lui, il a un bras... Il a un bras en moins, lui. En moins, lui qu'il a perdu à la guerre. Et donc, il est barman, il végète, l'autre est ouvrier. Et le premier a l'idée d'essayer de faire un hold-up assez malin, d'ailleurs. C'est très audacieux. Très audacieux, mais amateur, avec une petite bande. Et système D, en quelque C'est sorte. exactement ça. Très perfectionné. Et au moment d'une cérémonie qui est très... En fait, c'est un grand prix de course automobile. Et mais très populaire là-bas. Le but du jeu est de siphonner, littéralement, toute la recette en dollars de cette compétition, quoi. Et c'est là qui est très malin dans l'organisation du braquage, c'est qu'en fait, ils ont l'air d'être des bras cassés comme ça. C'est très intelligemment pensé, le hold-up. Et ça, c'est ce qu'on devine petit à petit, comme souvent dans les films d'arnaque. Puisque donc, on paye beaucoup en carte bleue, ils se débrouillent pour tuer le système de carte bancaire, pour que tout le monde paye en liquide, parce qu'ils veulent prendre tout l'argent liquide. L'argent liquide. Et alors, c'est vrai qu'on éprouve un vrai grand plaisir. C'est un divertissement, mais de très haute volée. Alors, c'est très bien écrit, donc comme les films d'arnaque, donc ça joue beaucoup sur les apparences. Quand on dit que rien ne va marcher, et en fait tout marche, on a une vision des choses suivant un certain angle, et à la fin, on devine le poteau rose en voyant le contre-champ ou un autre point de vue sur ce qui s'est passé. Voilà, et alors il y a alors on ne raconte évidemment pas la fin, mais jusqu'à la fin, il y a une sorte de vrai suspense avec l'apparition de quelqu'un qui menace de tout gâcher. Une enquêtrice qui, elle, a compris qu'il y avait quelque chose d'assez louche là-dedans et qui peut peut-être mettre à jour la manipulation. Mais c'est vraiment très savoureux. Alors on a déjà vu ça 10 fois, mais il y a un tel plaisir à manipuler les personnages, à nous manipuler en même temps nous, qu'on prend vraiment, on est là, content, heureux. Et il y a en plus, alors on a dit, c'est peut-être les électeurs de Trump, mais le regard de Soderbergh sur eux est plein de bienveillance. Vraiment, il n'y a aucun regard surplombant. Aucun mépris. Voilà, Ils sont un peu bêtes. Ils sont un peu bêtes, mais en même temps, pas tant que ça. Ils sont très sympas. Voilà, c'est des personnages à qui il arrive des choses un peu bizarres et en fait, il y a toujours un côté ça va aller mieux après. Et ça, c'est un film quand même assez réconfortant et effectivement très plaisant de bout en bout. Alors on a vu dans l'extrait de la bande-annonce, il y a vraiment des trognes dans le film, et dont notamment Daniel Craig. Alors un peu à contre-emploi, on va dire. Il n'a pas le smoking et l'élégance de James Bond, mais
visiblement, lui aussi, il s'en donne à cœur joie. Oui, On oui. sent qu'il a dû jubiler d'accepter un rôle. Il en fait 3 tonnes. Mais ça marche. Mais ça marche très bien et c'est vraiment la notion de plaisir au cinéma. Complètement. C'est vraiment, voilà, il ne faut pas prendre ça pour plus que ce que ça n'est. C'est un divertissement, mais très bien mis en scène, très bien joué. Donc tu as parlé de Daniel Craig, il y a Channing Tatum qui vraiment, quand il tourne avec Soderbergh, il est excellent. Et il y a Adam Driver, comme d'habitude. Là, il est une espèce un peu mutique, Oui. une espèce de montagne de muscles, un peu, qui a l'air vraiment un peu peu bêta, avachi, un peu avachi. en même temps, comme Puis ça, en mais- fait, pas tant que ça. Et il est vraiment très très bien aussi. Et il y a Cathy Holmes aussi, qu'on est un peu surpris de retrouver là. Et très bien. Et qui est très bien. Et très bien. Et dans le rôle de l'enquêtrice un petit peu têtue, Hilary Swank, Oui, mais qui arrive en fin de film et qui vraiment a un rôle très très bien. En 3 scènes. Bref, voilà, si vous voulez vraiment vous distraire, c'est vraiment absolument idéal. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Le film suivant, c'est donc le film qui s'appelle donc Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, d'après un prix Goncourt 2013, que moi je n'ai pas lu, mais que toi, Samuel... Oui, que moi j'ai beaucoup aimé. C'est un des prix Goncourt les plus best-sellers de ces dernières années, parce que c'est un roman C'est Pierre Lemaitre, c'est ça. relativement accessible. C'est un roman feuilleton, en fait, qui se déroule pendant la première, juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Un roman vraiment très foisonnant, plein de personnages, plein de situations, plein de ruptures de ton, et que Dupontel, je trouve, a adapté avec beaucoup d'intelligence. Alors, il a condensé, forcément, parce que le livre faisait quand même 600 pages bien touffu. Là, ça fait 2 heures. Mais il a gardé vraiment les principaux personnages, l'esprit, sinon la lettre du livre. Et je trouve que les quelques changements par rapport à l'intrigue sont toujours faits avec beaucoup d'intelligence et d'à-propos. Alors, on en reparle après avoir vu un extrait de la bande-annonce. Pour avoir déclenché la guerre, pour avoir aimé la faire, pour en avoir profité, Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines. Barre d'affaires, là, pas de vertu. vous êtes tous condamnés à mort. Ta famille, ça fait 4 ans qu'ils t'attendent. Ton père, il sera content que tu rentres de la guerre, même avec le visage un peu esquinté. Et maintenant que la guerre est finie, tu veux disparaître. Il ne reste rien de lui. Si. Alors ça commence pendant la guerre et vraiment les scènes sont extrêmement réalistes et extrêmement éprouvantes. Oui, c'est ça commence vraiment, doit être 3 jours ou 4 jours avant l'armistice, et une dernière offensive menée Par un fou furieux. par un capitaine qui ne rêve que de gloire et qui, même si on sait que la guerre est finie, en gros les poilus ne cherchent qu'à se planquer et attendent bien sagement que les généraux signent le traité de paix. Lui, il veut quand même envoyer ses troupes une dernière fois à la boucherie. Il aime la guerre. Il aime la guerre voilà. et la boucherie. Voilà. Et donc, il est interprété assez suavement par Laurent Lafitte, Lafitte. qui est vraiment l'ordure. Voilà. Mais Le c'est un méchant peu total. comme Eric von Stroheim dans les années 30. C'est une ordure qu'on aime haïr parce qu'il a vraiment beaucoup de charme et il est assez raffiné. tout pour déplaire, Il a tout en pour plus. déplaire, mais il est assez raffiné dans son côté déplaisant, quoi. Donc, Et alors, parmi les gars qu'il envoie à la boucherie, donc on va s'intéresser surtout à 2 d'entre eux. L'un, c'est le pauvre, enfin le type populaire que joue Albert Dupontel lui-même, et l'autre, qui est plus... c'est un fils de très grand bourgeois. Très grand bourgeois, qui est donc interprété par Naël Pérez Biscariat, qui a été le héros, on s'en souvient, 220 battements par 220 minute. battements par minute de Robin Campillo, et qui là a un rôle... Enfin, on le voit tout le temps et on ne le voit pas, puisque... Et c'est une gueule cassée. C'est en une fait, gueule cassée. pendant l'offensive en question, il se prend une bombe, une bombe explose juste à Et côté qui de lui. lui- Il est défiguré. Il est défiguré sur Il ne la peut mâchoire. plus parler, et voilà. Et surtout, c'est qu'il refuse de se faire la chirurgie réparatrice qu'il y en a à ses débuts à l'époque. Et lui, non, enfin, il veut garder sa gueule cassée, qu'il va cacher sous une série de masques très Voilà. variés. Alors, mais la première partie, enfin tout ça est mais vraiment d'un réalisme. Et très, très spectaculaire. Enfin, je veux dire, Vraiment. voilà, oui, on voit vraiment la guerre, voilà, les bombes La qui guerre, les explosent, bombes, le bruit. ça, oui. Et puis même lorsqu'il est blessé, lorsqu'il est défiguré, lorsqu'il refuse, comme tu dis, il y a des scènes vraiment un peu dures. Un peu dur, voilà. C'est comme là, il est très fidèle au roman qui quand même montrait la boucherie de 14-18 et les conséquences vraiment sur la chair des soldats. Et après, ça évolue curieusement.
puisqu'il arrive à en faire de ce film un roman de photo, une bande dessinée en quelque sorte, il y a de un ça. feuilleton. Il y a un feuilleton. Comme on disait avant, feuilletonesque, c'est la suite au prochain numéro, mais il y a un peu cet esprit-là. C'est vraiment l'esprit du roman qui rebondissait sans arrêt avec beaucoup de personnages, d'intrigues secondaires. Donc il a gardé cet esprit-là. Alors on peut dire en gros que les deux soldats qui sont fraternisés dans les tranchées, en fait, après la guerre, vont se venger d'une certaine manière de la guerre et surtout des profiteurs de guerre. Eux-mêmes vont devenir des profiteurs en montant. On a encore une histoire d'arnaque comme Logan Lucky. Oui, mais là, c'est une arnaque au monument aux morts. C'est-à-dire que comme le personnage de Nahuel Pérez Biscayart est un artiste, il va concevoir des monuments aux morts que Albert Dupontel va essayer de vendre à des municipalités qui cherchent à rendre hommage aux poilus, mais évidemment, ils ne vont jamais les construire. Donc il y a une escroquerie totale. Voilà. Et de l'autre, il y a aussi une escroquerie de la part du personnage de Laurent Lafitte. De Laurent Lafitte, le salaud de tout à l'heure, qui a épousé... il a épousé la sœur de Nahuel Pérez Biscayart. Donc il est entré dans la haute bourgeoisie et il fait... Lui, l'arnaque, c'est aussi une arnaque aux morts d'une certaine manière. En gros, les deux arnaques il est chargé de récupérer les corps des soldats morts au front et de leur donner des sépultures. Et donc, le problème, c'est qu'il triche sur les cercueils, il prend du mauvais bois, il fait des cercueils d'1,20 m. Enfin, voilà. Donc, il y a tout un processus là-bas d'arnaque qui est bien expliqué dans le film aussi. Et il y a une scène assez irrésistible où apparaît Michel Vuillermoz dans un second rôle étonnant qui joue un fonctionnaire incorruptible. Oui, voilà. Parce qu'on dit ou bien il est très très con, ou bien il est incorruptible, parce que c'est le seul de la bande qui n'ait jamais eu de promotion. Voilà. Et en effet, il s'avère absolument incorruptible. Mais il y a une scène entre Laurent Lafitte et Vuillermoz où il mesure justement, mais pourquoi les cercueils, ils sont tous des nains que vous avez envoyés à la guerre, et il découvre cette escroquerie, et l'autre croit le tenir en lui payant une forte somme, et au contraire, il se sert de cet argent pour dénoncer. Enfin voilà. Et il y a comme ça des tas de personnages hauts en couleur et qui sont assez séduisants. Voilà. Il y a également, alors dans un registre peut-être plus dramatique, il y a le personnage du père, le grand bourgeois, le père du personnage de Nahuel Pérez Biscayart, Céline Sarstruc, qui est vraiment très bien, un personnage de faiseur de roi en quelque sorte. C'est vraiment le grand financier de la Troisième République qui tient les hommes politiques dans la main et qui a raté l'éducation de ses enfants et qui découvre trop tard qu'il aurait pu mieux comprendre son fils. Voilà. Alors, il y a peut-être, si on pouvait faire une réserve, mais il ne faut pas, mais je trouve que Albert Dupontel est toujours très spécialiste pour faire des mouvements de caméra extrêmement chiadés, travaillés. C'est très bien. Moi, j'adore les caméras qui s'envolent à droite et à gauche. Là, peut-être qu'on a un peu l'impression qu'elles s'envolent beaucoup et quelquefois sans grande utilité. Oui, c'est le film qui a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que c'est très riche, comme le roman, c'est foisonnant, ça va très vite. Et effectivement, peut-être que, vu la matière romanesque qu'il y avait déjà sur place, c'était peut-être pas la peine d'en rajouter. Un peu plus de sobriété dans la mise en scène n'aurait pas nui. Voilà, mais ça prouve qu'il sait très bien manier la caméra, mais ça, on le sait, on l'a compris. Et au bout de quelques temps, on se dit, arrête de faire le malin, parce qu'on a quelquefois un peu l'impression qu'il fait le malin, avec sa caméra. Mais bon, c'est très bien. Et puis, le jeune Nahuel Pérez Biscayart est vraiment, une fois de plus, remarquable, bien qu'on ne l'entende pas. Et c'est un rôle muet. C'est un rôle muet. Mais il a beaucoup joué sur ses yeux, il a des très beaux yeux, il faut reconnaître. Et il joue beaucoup là-dessus. Et sur les masques. Voilà, ça, c'est une des belles trouvailles du film, c'est d'avoir vraiment une grande variété de masques qui sont à la fois qui font référence à des grandes figures de la culture populaire, genre type Fantomas, des choses comme ça, mais aussi à l'art moderne de l'époque. Et donc, il y a les débuts du cubisme, il y a Picasso, et c'est vrai que il se dissimule derrière ça. Voilà. Qui est vraiment, ça c'est vraiment la partie peut-être la plus poétique, la plus drôle, du film, la plus fantaisiste. Oui, parce qu'il en tire vraiment quelque chose de très drôle avec de ces masques. Et ça c'est très bien. Enfin voilà, donc un film qu'on vous conseille. Très très ambitieux quand même. Il faut saluer quand même Dupontel parce qu'il a franchi une étape dans le film d'avant était très réussi. 9 mois ferme, c'est une comédie vraiment très très drôle. Étincelante. Là, on est quand même dans une super production, beaucoup de moyens qui se voient à l'écran. Il y a vraiment une très belle direction artistique, beaucoup de figurants, du grand spectacle. Et je trouve qu'il s'en est vraiment très très bien sorti. Eh bien, nous allons passer à une nouvelle séquence DVD.
Alors, les DVD, comme d'habitude, un récent, un plus ancien. On a choisi pour le DVD récent un film qui s'appelle K.O. K.O. Comme un chaos de boxe, de Fabrice Gobert, qui est sorti il y a quelques mois, qui n'a pas fait un succès phénoménal. Non, hélas. Alors là aussi, c'est un peu compliqué à raconter. Mais enfin, on retrouve d'ailleurs quelqu'un dont on vient de parler. Laurent Lafitte, qui est à peu près aussi odieux en tout cas au début, aussi odieux que dans Au revoir là-haut. Au début du film, en fait, Laurent Lafitte est un patron de chaîne, on va dire, c'est le patron de Canal+, pour aller vite, mais vraiment méchant. Détestable. Une crevure, odieux, et qui il se réveille à la suite d'un événement dont on ne va pas parler ici, se réveille un beau matin, il n'est plus patron de chaîne, il est monsieur météo de la chaîne. Et il n'habite plus dans son bel hôtel particulier avec sa femme, ni avec rien, et il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Voilà. Et donc le film va jouer vraiment sur cette ambiguïté permanente. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est un cauchemar? Est-ce que c'est un fantasme? Et alors moi j'ai trouvé ça très réussi. Le film a fait un peu débat quand même à la sortie. Les gens ont dit que c'était un petit peu un exercice de style, un petit peu vain. Alors il y a un peu d'exercice de style. Mais en même temps, il y a, sur ce qu'il dit de la télévision, car je crois qu'il connaît bien la télévision, le réalisateur. Le réalisateur, alors il lui dit que non, qu'il ne faut pas y voir un règlement de compte. Oui. La chaîne ressemble quand même beaucoup à Canal+, et quand on sait que Fabrice Gobert a tourné pour Canal+, une série formidable qui s'appelait Les Revenants, mais que ça ne s'est pas très très bien fini. On peut supposer qu'il y ait quelques réminiscences et quelques personnages qui sont tirés d'une certaine réalité. Mais ce qui est très séduisant, c'est que ça rebondit tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si on est dans le vrai, dans le faux, s'il joue un rôle, si autour de lui, tout le monde se... C'est un complot. Oui, un complot, une imagination pour le couler. Et il y a des fausses pistes comme ça sans cesse. Et il y a une mise en scène assez brillante qui joue beaucoup sur les miroirs, les reflets, en se demandant toujours qui est le double de qui où est la vérité, est-ce que c'est l'apparence qui est la réalité ou l'inverse, enfin voilà. Et le film, je trouve, est assez réussi, très élégant dans la mise en scène. Un peu complexe, là aussi, il se fait un peu plaisir. On disait que Albert Dupontel se faisait un peu plaisir avec la caméra, lui peut-être se fait un peu plaisir avec les retournements de situation, dans le récit. Mais bon, on ne va pas se plaindre que la mariée est trop belle, en quelque sorte. Donc c'est plutôt réussi et c'est un film à redécouvrir. C'est un film, en plus, pour ceux qui aiment le cinéma de David Fincher, c'est un petit peu... C'est une déclinaison française, parce que ça joue à la fois... Bon, il y a vraiment Fight Club qui est cité de manière vraiment explicite, on va dire. Il y a aussi, le film fait beaucoup penser à un film un peu moins connu de Fincher, mais qui était intéressant, qui s'appelait The Game, avec Michael Douglas. Où là, c'est le personnage d'homme puissant qui s'effondre sans savoir vraiment pourquoi, avec une ambiance un peu de cauchemar autour, et le film est assez proche de cet esprit-là. C'est tout à fait dans cet esprit-là. Et c'est édité chez Wildside. Alors, deuxième DVD, un peu plus ancien, 79, qui sort chez Gaumont Vidéo. Et ça, c'est vraiment un très 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 beau film, qui est le film de Jacques Doyon, qui s'appelle La Drôlesse. C'est un des films qu'il a révélé. Et c'est l'histoire d'un enlèvement, en quelque sorte. Oui. C'est un jeune garçon qui enlève une... Très jeune fille. Qui devait avoir 11 ans. Vraiment. Voilà, et il la cache. Et simplement, c'est ce qui se passe entre eux qui devient absolument magnifique, car c'est une histoire d'amour qui filme, mais absolument avec une sensibilité. Alors là, on ne peut pas dire qu'il joue de sa caméra, qu'il joue des péripéties de scénario. C'est au contraire d'une limpidité, d'une épure magnifique. Mais c'est dans mon souvenir, je ne l'ai pas revu, mais je le conseille quand même. Mais c'est quand même un film tout à fait réussi. C'est vraiment un des films qui font dire quand même que Jacques Doyon n'est jamais autant meilleur que quand il filme la jeunesse et même l'enfance, parce qu'elle est quand même très jeune. Et là encore, c'est une révélation. Donc c'est Dominique Besnéard qui débutait à l'époque comme casting director, qui avait découvert cette jeune actrice dans la campagne normande. Qui est morte, hélas. Et elle est morte 4 ans après d'une leucémie diagnostiquée. Enfin, et c'est terrible parce que c'est vraiment, c'est une vraie révélation, quoi. Une présence, un charme incroyable. Voilà. Mais en tout cas, elle s'appelait Madeleine Desdevises. Et pour ceux qui craignent un peu le cinéma de Doyon, qui peut paraître un peu intello, là, c'est vraiment pas. On est au plus près des sentiments, des sensations. Mais c'est vraiment un de ses films les plus épurés et les plus simples, en quelque sorte, comme ça lui arrive quand il filmait Ponette, par exemple, La Petite Ponette, quand il filme des enfants, il renonce à ses
affaîtrie, si l'on peut dire, et il va vers la simplicité Voilà, totale. pour se mettre au niveau des enfants qui, eux, évidemment, on va dire, ne trichent pas, ou en tout cas trichent moins. Et si vous n'avez ça marche vraiment jamais vu la drôlesse, voyez-le, parce que c'est vraiment un très, très, très beau film. Et ben voilà, c'est donc des films à voir en salle, à voir en DVD. Et la semaine prochaine, Samuel, nous parlerons de 2 films. D'abord, le Polanski, d'après une histoire vraie, qui a été un peu contesté. On va voir s'il sera toujours contesté après sa présentation hors compétition au Festival de Cannes. Puis un autre film contesté, du grec Yorgos Lanthimos, et qui s'appelle « La mise à mort du cerf sacré ». Tout un programme. Tout un programme. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.